L'appareil de défense n'a pas été épargné par les 20 années de crise traversées par la Côte d'Ivoire. L'enjeu aujourd'hui est la reconstruction d'une armée véritablement républicaine. L'unité de l'armée nationale devient ainsi une obligation pour le gouvernement. Des réformes ont été engagées pour quel résultat? Où en est le processus de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de réintégration en DDR? Réforme du secteur de la sécurité, thème de la rencontre de ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission RTI 1 reçoit. Invité le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, M. Paul Kofi Kofi, dans un portrait signé Francis Boifo. Paul Kofi Kofi est membre du gouvernement Daniel Kablan-Duncan. Il occupe le poste de ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. Paul Kofi Kofi était ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre de la Défense, Guillaume Soro. De juin 2007 à décembre 2011, il est directeur du cabinet adjoint du Premier ministre Guillaume Soro et chargé des programmes de sortie de crise. Paul Kofi Kofi est ingénieur, statisticien, économiste. Il est ancien étudiant de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée ENCA d'Abidjan et de l'École nationale de statistique et d'administration économique ENSAE CESD Paris. Il a été de 2000 à 2007 conseiller économique des premiers ministres Charles Konan Banny, Seydou Diarra et Pascal Affi-N'Guessan. L'actuel ministre auprès du président de la République chargé de la Défense a contribué plusieurs années durant au développement de certains pays africains, notamment Madagascar et Guinée. Auteur de l'ouvrage Le défi du développement en Côte d'Ivoire, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense fait également partie des enseignants qui forment les administrateurs de l'ENA et de l'ENCA. Paul Kofi Kofi est né à Mbayakro en 1957. Il a 56 ans. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi, trois confrères, Pascal Soro de Fraternité Matin, Alvaro Assa de RTI 1 et Diakité Ibrahim de Radio Côte d'Ivoire. Les trois confrères vont débattre de trois thématiques avec vous durant toute l'émission et nous aurons aussi la réaction des téléspectateurs sur les réseaux sociaux et au téléphone avec Maïs Sako qui est au studio A pour les recueillir. C'est au 22 40 12 58. Alors, monsieur le ministre, le débat politique s'invite dans la question sécuritaire. L'on a fini de convaincre une frange de la population de l'illégitimité du gouvernement en place. Le débat politique tend donc à encourager des actes subversifs contre les fondements de la République. Votre commentaire? Merci beaucoup. Je pense que la première chose, c'est de vous remercier. Remercier la télévision ivoirienne et tous vos supérieurs hiérarchiques, à commencer par Madame la ministre de la Communication, le directeur général de la RTI, de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur les questions de défense et sécurité vis-à-vis de nos concitoyens. Naturellement, ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, mes premiers mots reviennent à Monsieur le président de la République, qui est le premier responsable de la Défense. Et donc, il m'a nommé à ses côtés pour, n'est-ce pas, apporter mon expérience à l'organisation et à la mise en œuvre des réformes sécuritaires, notamment au niveau de la défense. Alors, vous avez abordé une question pertinente, puisque lorsque nous sommes sortis de la crise post-électorale, vous vous souvenez, même au mois de juillet 2011, nous avions encore des combats dans la rue d'Abidjan, et il a fallu donc mettre en place tout un dispositif pour gérer cette crise. Et nous avions à faire face à des menaces à caractère subversif dont vous faites allusion. Et nous avons également à faire face à des menaces d'ordre interne, c'est-à-dire de banditisme classique. Naturellement, ces menaces d'ordre externe se sont accentuées, notamment l'année dernière. Nous avons connu des attaques de nos sites militaires, sites stratégiques, etc. Et d'après les informations que nous avons eues et les missions que nous avons effectuées sur le terrain, beaucoup de nos concitoyens encore doutent des résultats des élections. Et moi, je peux vous dire que je suis un acteur de cette situation puisque j'ai occupé des fonctions au niveau de tous les premiers ministres, vous l'avez dit, pendant la période qui précédait les élections. Et je peux vous dire que le président Alassane Ouattara a bien gagné les élections.
malheureusement, bien que nous ayons donné ces informations à nos partenaires de l'autre côté, notamment qui étaient au pouvoir à l'époque, mais cela n'a pas convaincu certains et qui, aujourd'hui encore, je peux vous le dire, ces menaces que nous constatons dans certaines régions du pays, lorsque vous discutez avec les gens, ils vous disent que le président Alassane n'a pas gagné l'élection. Donc je crois que c'est une erreur très grave. Et tout le discours aujourd'hui, d'ailleurs, au cours de l'actualité ces derniers temps, certains encore reviennent sur cela. Et je pense qu'il faut qu'on clarifie cela et que définitivement, le débat vienne sur l'arène politique, sur le dialogue politique, et qu'on évite d'induire en erreur les Ivoiriens, encore une fois, pour faire croire que le président Alassane n'a pas gagné les élections. Et je crois que cela est absolument important pour clarifier le débat. Parce que si le débat n'est pas clarifié, il y aura toujours ces menaces. On vient sur la table de négociation avec en l'esprit de pouvoir faire des coups pour déstabiliser le régime. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Il faut que les Ivoiriens reviennent à la raison, et notamment nos amis de l'ex-majorité présidentielle, qui reconnaissent qu'ils ont perdu les élections et qu'il vaut mieux se préparer dans ce contexte plutôt que d'utiliser d'autres artifices. Alors, pour revenir donc au contexte d'aujourd'hui, évidemment, cette crise post-électorale est derrière nous, mais il faut noter les effets collatéraux. Je vous ai mentionné tout à l'heure les éléments liés à la circulation des armes. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais d'une façon générale, on constate que la situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée depuis l'année dernière, mais surtout cette année. Et il faut noter que ces efforts ont été obtenus par le leadership du président de la République. N'oublions pas que ces menaces subversives qui venaient de nos frontières ouest et est faisaient allusion, utilisaient des miliciens, et ensuite manipulés certainement par des exilés politiques. Et grâce à la clairvoyance du président de la République, qui a permis d'entretenir des relations de bon voisinage, je peux vous donner des exemples. Il ne se passe pas une semaine. Je me parle avec mon collègue de Libéria. Chaque fois qu'il y a des alertes, nous sommes informés et ensemble, nous trouvons les solutions. Il y en a de même du Ghana et des autres pays. Donc cela a contribué énormément à améliorer la situation. Maintenant, il appartient, n'est-ce pas, à nos forces de traiter la question intérieure. Vous avez la grande circulation des armes. À l'indice général de sécurité, je crois que tout à l'heure, l'écran a fait allusion, si on peut revenir là-dessus. Justement, 3,8 en avril 2011, passé à 1,6 en mai et 1,5 maintenant en août. Je vous ai corrigé légèrement, c'est 3,8 en janvier 2012. Janvier 2012. oui. Et nous sommes aujourd'hui, au mois d'août, à 1,5. Alors, l'objectif que nous sommes fixés, c'est de faire le maximum pour approcher le 1 point à la fin de l'année. Il n'y a pas de norme. L'essentiel, vous savez que la sécurité zéro n'existe pas. Mais il faut se rapprocher le plus possible de l'insécurité zéro. Alors, vous voyez cette courbe, vous voyez bien les tendances. Vous avez en bleu la situation de l'année dernière. Et en rouge, la situation de cette année. Vous voyez bien que la situation de cette année est en dessous de la situation de l'année dernière. Ça vous donne déjà une idée, sans rentrer dans les détails des chiffres, que la situation est en nette progression par rapport à l'année dernière. D'accord. Alors, l'armée ivoirienne, j'ignore si c'est la vraie, compte plusieurs véhicules banalisés avec des immatriculations fantaisistes et vitres teintées. Disons-le clairement, c'est l'anarchie dans la maison. À quand des mesures? Ah non, je conteste cela. C'est vrai qu'au début, nous avions affaire face à... Je viens dire, j'ignore si c'est la vraie armée. Non, Parce qu'on voit des véhicules... J'en arrive. D'accord. Quand nous sommes sortis de la crise post-électorale, oui, avec les différentes forces qui ont combattu sur le terrain, il y avait effectivement un cafouillage. Et le président de la République a pris des mesures de mettre en place une police militaire. Cette police militaire a fait un travail correct. Et je peux vous dire, sauf si les gens ne veulent pas le voir et le constater, il y a un effort qui est fait. Vous ne voyez plus les hommes habillés avec les armes en bandoulière qui se promènent dans la ville avec des tenues bigarrées et, comme vous l'avez dit, des véhicules à des numéros fantaisistes. Et je peux vous le dire, nous avons pris des circulaires et les généraux ont été informés. Et dès lors qu'ils... D'ailleurs, les vitres teintées, il y a des procédures. Si vous avez des véhicules teintés, des vitres teintées qui sont autorisées, il faut demander l'autorisation auprès de l'état-major. Peut-être que les gens ne le savent pas. Et naturellement, il en est de même aussi pour des véhicules à numéros banalisés. Et ça, c'est interdit. Et lorsqu'on le constate, nous procédons à des arrestations. On va même plus loin. Un décret a été pris par le président de la République pour réglementer l'usage de ce qu'on appelle les gardes-corps. Pour parler comme tout le monde, lorsqu'on est sorti de crise, beaucoup de personnalités, même des hommes d'affaires, avaient par devers eux des hommes en armes
qui assuraient leur protection. Le comble a été lors des législatives, où des candidats avaient avec eux des hommes en armes. Nous avons mis fin à cela. Évidemment, il y a encore des hommes en armes, mais c'est l'occasion. Tout ce que vous voyez en armes ne sont pas forcément des militaires. On dit que tous les chats, n'est-ce pas, gris ne sont pas des véritables. Donc il faut faire attention. On dit l'habit ne fait pas le moine. Il faut faire très attention. Parce que je peux vous dire, il y a à peu près 100 000 armes en circulation dans le pays. Donc c'est pour ça d'ailleurs que nous avons mis de nouvelles tenues. Et je tiens à préciser, on va en parler tout à l'heure. Monsieur le ministre, sur les barrages illégaux et raquettes. Alors, 33 barrages légaux ont été annoncés. Dans les faits, il y en a 153. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà ce qui s'est passé. Vous avez dû constater qu'en 2012, début 2012, nous-mêmes nous avons mené des opérations sur le terrain pour démanteler ces barrages avec le Premier ministre en son temps, lui-même a donné l'exemple, nous l'avons suivi et cela a été fait. Et à un moment donné, nous étions arrivés au comble où des personnalités, des personnes nous appelaient pour dire, mais monsieur le ministre, quand on circule à Abidjan, on a peur parce qu'on ne voit plus personne. Alors, ce qui s'est passé l'année dernière, lorsque les sites militaires ont été attaqués, pour être très précis, les commissariats, des brigades, le camp Akwedo, Agban, tous cela ont subi des attaques et nous avons remis les barrages pour des raisons de sécurité, à l'entrée et à la sortie des villes. Nous savions bien qu'il y avait 33 barrages autorisés, mais pour sécuriser les villes, nous avons mis ces barrages. Et naturellement, ces barrages ont été perçus comme, j'allais dire, quelquefois intempestifs ou empêchant la circulation des personnes et des biens. Mais c'était pour le propre intérêt des populations, mais aussi de nos hommes qui ont subi des attaques et des pertes en vies humaines. Et pour ce qui est de l'intérieur? Je parle aussi d'Abidjan comme de l'intérieur. Oui. L'intérieur. Alors, depuis donc, le mois de juillet, nous avons décidé pour l'intérieur, depuis le mois de mars pour la ville d'Abidjan, et c'est pour cela que le président de la République a mis en place le CCDO, dont une unité d'intervention que vous connaissez aujourd'hui qui circule à Abidjan depuis le mois de mars, pour lever tous les barrages et mettre fin aux raquettes à Abidjan. Et vous allez le voir, ça se constate sur les chiffres. Ça se constate. Maintenant, nous attaquons à l'intérieur. Il faut aller pas à pas. Et c'est pour cela que vous avez observé que nous avons dû faire des missions à l'intérieur du pays pour interpeller les populations, mais surtout vous avez fait attirer arrêter l'attention. des FRC sur l'axe Abidjan. Vous avez vu, nous-mêmes. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont aux mains de leurs hommes en sanctions disciplinaires. Vous savez que, je tiens à le préciser, et lorsque, ça je m'excuse, cette parenthèse, elle est importante, lorsque la presse fait des interviews à nos hommes, vous ne savez pas, vous les mettez en situation délicate parce qu'ils sont punis après. Donc il est interdit aux militaires d'accorder des interviews, que ce soit à la télévision, à la radio ou dans la presse écrite. J'insiste là-dessus parce qu'on voit des titres enflammés qui interrogent parfois un sous-officier, un officier par-ci, ainsi de suite, et ce qui crée un peu la zizanie. Mais savez-vous que derrière, il y a des punitions. Donc, naturellement, ceux qui se soumettent à cela et qui ignorent le code militaire savent à quoi s'en tenir. Donc, c'est la même chose. C'est pour ça que nous avons demandé au préfet pour leur dire qu'ils ont le pouvoir, ils ont la possibilité, si pour des raisons particulières, ils veulent mettre en place un barrage sur un tronçon pour lutter de façon spécifique contre des événements coupeurs de route, racketteurs, banditisme avéré, de le faire, mais de nous saisir. Parce qu'on n'accepte pas qu'un homme, un de nos hommes, prenne son véhicule parce qu'il est un peu fatigué ou il s'ennuie, prenne son véhicule, aille se mettre sous un acacia et commence à racketter. Ça, il se soumet à une punition. Et nous avons interpellé, nous avons attiré l'attention des autorités préfectorales. D'ailleurs, sur le tronçon, par exemple, Toumoudi-Oumé, nous avons vu 3 hommes, 3 de nos hommes arrêtés. Et nous avons pris dans le cargo et nous avons demandé à monsieur le sous-préfet si c'est lui qui les avait autorisés. Il a confirmé, donc ils ont été relâchés. Donc c'est ce que nous faisons. D'accord. Mais je vous demande de voir un peu aussi dans les villages, aux alentours, il y a quelques... Effectivement, alors c'est là qu'il y a le problème. Je peux parler du cas d'Alépé, à Bongo. Vous voyez des corps habillés, je ne sais pas si c'est des vrais militaires, justement. Sous réserve, justement. Ils interpellent tous les motocyclistes, tous les passants, pour leur prendre quelque chose. Donc, ouvrez un peu les yeux de ce côté-là. Alors, je voudrais quand même sur ça le dire. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a commencé la lutte sur les grands axes? Ils se sont déportés dans ces zones. Dans les zones rurales. Ah, et évidemment, on ne peut pas mettre la gendarmerie, la police dans tous les villages.
Mais nous avons actuellement une stratégie que nous sommes en train de développer, que je ne vais pas préciser pour des raisons stratégiques, mais qui certainement va marcher et aider à régler ce problème au niveau du milieu rural où les parents subissent ces situations. D'accord, Monsieur le ministre, le 1er juillet 2013, le cortège du directeur de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et la réintégration socio-économique des ex-combattants ADDR a été attaqué à une dizaine de kilomètres de Kong. Les assaillants ont-ils été arrêtés? Il y a des personnes suspectes qui sont aux arrêts aujourd'hui à Korogo. Je ne vais pas en dire plus, puisque les enquêtes continuent. C'est dommage, je le dis, parce que le DG de la DDR fait un travail remarquable. La personnalité même chargée de régler ces questions qui a subi une attaque, cela a créé une frayeur dans la région. Et c'est pour cela que... C'est ça le paradoxe. Mais c'est aussi les risques du métier, malheureusement. Et c'est pour cela que nous-mêmes nous sommes déplacés pour apporter la compassion, parce que nous avons perdu des éléments dans cette situation. Nous sommes partis dans le district de Savane, nous sommes arrivés à Kong pour, n'est-ce pas, soulager les parents et aussi les rassurer qu'ils devaient pouvoir reprendre la circulation, puisque nous avons mis en place un dispositif qui marche aujourd'hui. Il est vrai que nous n'allons pas éradiquer le phénomène de coupure de route en une journée, mais tout à l'heure, vous avez vu les chiffres. Le phénomène de coupure de route a été pratiquement diminué de plus de moitié en sur 2 mois sur lesquels nous avons travaillé avec acharnement. Et vous avez vu à la presse des individus que nous avons mis hors d'état de nuit, une soixantaine d'individus pris sur 2 mois, ce qui est énorme, mais je reconnais que ce n'est pas suffisant. Nous allons continuer l'effort et je crois qu'aujourd'hui les populations ont repris confiance et elles circulent normalement. Alors justement, face à l'ampleur de ces attaques répétées sur nos routes, constatons que le gouvernement a pris des mesures avec la création du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO, vous en parliez tantôt, mais cette structure a été obligée d'aller jusqu'à Bouaké. Ne faut-il pas l'installer dans les différentes capitales des districts? Non, et je pense qu'il faut que je vous restitue le CCDO. Allez-y. Le CCDO a une unité d'intervention. Le CCDO ne fait pas l'intervention, a une force d'intervention. C'est une force interarmée. Ça veut dire quoi? Il y a des policiers, il y a des gendarmes et des militaires. Alors, le CCDO n'a pas exclu du territoire les gendarmes, les militaires et les policiers. Vous avez la gendarmerie qui continue de faire son travail à travers plusieurs brigades, dont la brigade de sécurité. Vous avez la police qui a ce qu'on appelle l'unité d'intervention frappe, et d'autres unités qui continuent de faire le travail. Vous avez la police criminelle qui continue de faire son travail. Vous avez l'armée, nous avons des bataillons à l'est, au sud-ouest, à l'ouest, qui continuent de faire le travail. Grâce à ces bataillons, vous avez vu que depuis bientôt 1 an, nous n'avons plus d'incursion sur nos frontières. Donc le CCDO a été créé, c'est une unité interarmée pour régler la question d'Abidjan. Parce que je vous ai expliqué ce qui se passait. Maintenant qu'on a réglé la question d'Abidjan, une unité a été mise en place à Yamoussoukro, parce que Yamoussoukro, c'est la capitale, n'est-ce pas, du pays. Il faut les traiter de façon spécifique. Mais cela n'enlève en rien l'existence des unités qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité du pays. En tout cas, vous faites bien de l'expliquer parce que les gens ont eu le sentiment que c'est le CCDO qui fait tout comme si la gendarmerie et autres étaient bien pour la paperasse et pas de gendarmes, pour les bureaux. Il n'y a pas de gendarmes là-dedans. Il y a des gendarmes là-dedans. D'ailleurs, vous le savez bien, le chef de l'unité est un policier, le commandant est un militaire. Oui. Vous avez des gendarmes qui assurent, n'est-ce pas, la responsabilité, n'est-ce pas, du découpage que nous avons fait sur la ville d'Abidjan. Alors tout à l'heure, vous avez fait un clin d'œil aux frontières ivoiriennes. Elles sont poreuses, on le sait. Quelles sont les mesures face aux menaces répétées? Vous l'avez signalé tantôt avec la collaboration avec le Libéria et autres, et puis ces bataillons dans la zone. On nous parle aussi du côté de la frontière du Mali, l'entrée de djihadistes. Qu'en est-il? Non, je pense qu'il faut savoir raison garder. La question des djihadistes, j'ai trouvé d'où ça venait, parce que quand j'ai fait le pays, je me suis rendu compte qu'il y avait, au niveau du phénomène de coupure de route, je l'ai dit, je ne cherche pas à indexer quoi que ce soit, on a trouvé beaucoup de peuls. Et c'est surprenant. Alors, quand on les voit, on pense à des djihadistes. Ah, d'accord. Mais ça n'a absolument rien à voir. Donc, de ce côté-là, les Ivoiriens peuvent être rassurés. Et n'oublions pas que la Côte d'Ivoire même a des unités de ravitaillement, des compagnies de ravitaillement au Mali. Cette frontière est sécurisée. Nous avons mis en place une compagnie au niveau de la frontière
Et nous faisons cette sécurisation avec nos partenaires, les forces impartiales, d'ailleurs que je salue au passage, qui nous aident énormément, l'ONUCI et la force LICOL, qui ont contribué d'ailleurs aussi, qui contribuent dans le cadre de patrouilles mixtes à sécuriser les frontières. Donc je pense qu'il faut savoir raison garder sur cette question des djihadistes à nos frontières. Alors, monsieur le ministre, pour clore ce chapitre, quelle est l'importance et le rôle du contingent ivoirien au Mali aujourd'hui? Un rôle très important. Vous savez, je vais faire un peu d'histoire. Vous savez ce qui a... On va aller un peu vite. Très vite. Oui. Dans la Deuxième Guerre, pas pour Chaïté, mais Hitler, il a été bloqué par quoi? Par l'hiver russe. Pourquoi il n'y a plus de ravitaillement? Et Napoléon a la même chose, il a été bloqué par le même hiver, plus de ravitaillement. Le ravitaillement est un élément essentiel dans les conflits. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire s'est engagée, vous savez bien qu'on est sous embargo. On ne pouvait pas être sur le théâtre, sur les combats directement. Nous avons préféré avoir des compagnies de ravitaillement. Et nous avons 2 compagnies. Et bientôt, une compagnie de protection. Parce que quand vous allez en ravitaillement, il faut bien qu'on vous sécurise. Vous transportez par exemple des vivres, du carburant, etc. Il faut que vous ayez une unité de sécurité. Tout cela fait partie. Donc, la Côte d'Ivoire est présente sur le théâtre des opérations. N'oublions pas que notre chef d'état-major général assure la présidence du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Donc, nous ne pouvons pas rester en reste. Naturellement, le président, qui est également le président en exercice de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire doit donner l'exemple. Absolument. Le DDR a été entamé. Après quelques difficultés, le processus semble-t-il être achevé. L'on compte entre autres 19 000 ex-combattants dans la zone d'Abidjan, de la Niébi-Tiassa et de la Mé, 14 717 dans le Guémon et 9 652 dans le Béquet. Il y a aussi la question de la libération des sites publics et privés occupés. Le point avec Herman Niamia. Ils occupaient les cités universitaires et la compagnie républicaine de sécurité de Williamsville depuis la fin de la crise post-électorale en avril 2011. Ils, ce sont les ex-combattants démobilisés de la commune d'Adjamé. La normalité retrouvée, il est aujourd'hui question de restituer ces biens aux propriétaires. La cérémonie de restitution officielle a été l'occasion pour les pensionnaires d'exprimer leurs préoccupations. Je tiens à dire aux autorités, surtout le président de la République, qu'ils ne mettent pas seulement que l'accent sur les ex-combattants d'Abidjan, mais que les ex-combattants aussi d'ailleurs, parce qu'ils sont pleinement fatigués. Ici, je vis avec ma femme, mes 2 enfants. Et bon, là où j'étais, ça a été saccagé. Donc, je n'ai pas eu les moyens pour pouvoir me prendre au moins une entrée couchée. Les 314 ex-combattants recensés sur ce site ne quittent pas les lieux les bras ballants. Ils ont reçu chacun de la DDR, l'autorité, pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, des carnets d'épargne avec un montant initial de 800 000 francs CFA pour leur réintégration dans l'auto-emploi, notamment la plomberie, la menuiserie et la mécanique. Les autres sont en instance d'intégration dans les corps paramilitaires. Il est à noter que la DDR a demandé à ceux qui ont choisi les corps de métier à ouvrir un compte en banque. Elle a également recruté des structures spécialisées pour les encadrer et les former. Début de réalité, la restitution des sites va permettre d'accroître les capacités d'accueil des étudiants dans les cités universitaires et les policiers dans les camps. Les sites seront désormais sécurisés par la police nationale pour éviter d'éventuelles réoccupations. Mais il faudra aussi, de la part de l'État, des efforts supplémentaires pour leur réhabilitation à cause de leur dégradation avancée. Monsieur le ministre, vous avez en face de vous Pascal Soro de Fraternité Matin. Mais avant, quel a été le rôle du ministère de la Défense dans le processus du DDR et quel sort réservez-vous aux ex-combattants étrangers non résidents en Côte d'Ivoire? Le ministère de la Défense a un rôle central dans le processus DDR, puisqu'il s'agit de désarmer, de démobiliser, de réinsérer ou réintégrer des personnes, des individus qui ont connu le maniement des armes pendant le conflit. Donc le maniement des armes, vous voyez très bien que ça implique au plus haut niveau le ministère de la Défense. Alors notre rôle est important puisque nous travaillons avec la DDR, puisque le président de la République a mis en place depuis l'année dernière une autorité spécialisée en la matière. La première des choses a été de faire un recensement pour en savoir exactement le montant. Aujourd'hui, la DDR a fini ce travail. La DDR estime à 64 777 le nombre de jeunes qui ont, n'est-ce pas, participé en tant qu'ex-combattants. D'ailleurs, je précise, quand on est ex-combattant, il faut intégrer également les miliciens, les ex-miliciens.
voyez-vous. Alors, donc, c'est ce travail qu'il faut faire. Et donc, par rapport à ce que nous faisons, lorsque nous avons des personnes, nous transférons nos fichiers, nous faisons un recoupement des fichiers pour savoir ce que sont devenus ces jeunes qui, pour certains, sont dans les fichiers depuis 2002, qui sont ex-combattants. Ensuite, après avoir fait ce travail de rapprochement des fichiers, naturellement, la DDR prépare les plans, c'est-à-dire les plans de désarmement, regroupe les jeunes, assure la démobilisation et prépare des programmes de réinsertion avec l'appui de nos partenaires, l'ONUCI, la Banque mondiale, etc. Et aujourd'hui, la DDR a présenté un programme à hauteur de 85 milliards. On va en parler tout à l'heure. Monsieur le ministre, je voudrais savoir, oui, le sort des ex-combattants étrangers non résidents. Alors, les sort des ex-combattants étrangers non résidents, ils sont mis à disposition de leur pays par le biais du HCR et de leur ambassade. Vous savez bien que dans le cadre donc, de la réglementation internationale, il y a des règles, n'est-ce pas, d'utilisation et de présence de combattants étrangers. C'est comme ça que cela se fait. Donc, à l'HCR, nous, enfin, ce que la DDR fait, ce n'est pas le ministère de la Défense, mais je peux en parler. La DDR, donc, présente, s'il y a des ex-combattants étrangers non résidents, présente ces listes au HCR, et le HCR les interroge pour savoir s'ils veulent rester en tant que réfugiés ou alors rentrer chez eux. Donc, ce traitement est fait. Okay. Soro. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous le disiez tantôt, les ex-combattants sont estimés à 64 777. Et le gouvernement, le président de la République, ont donné 2 ans à la DDR pour les réinsérer, pour traiter la question. Est-ce que vous pensez qu'en 2 ans, cela est possible? Il faut comprendre le message du président de la République comme une pression qui est mise sur nous tous. Parce qu'il y a une urgence en la matière. Vous savez que ces jeunes qui ont donné l'effort d'eux-mêmes et qui ont mis leur vie en jeu ont contribué, n'est-ce pas, à la pacification du pays. Il est donc important qu'on leur accorde toute la priorité. Évidemment, nous avons une contrainte, c'est la contrainte financière. Je vous ai parlé de 85 milliards, ce qui fait à peu près 1,5 million à peu près par combattant. Ensuite, vous avez, il faut le dire, près de 60% de ces jeunes qui sont analphabètes. Donc, il faut leur trouver des métiers. Il faut qu'ils apprennent ces métiers et pouvoir les insérer. Il faut leur apprendre à gérer des ressources. Il faut leur apprendre à gérer des affaires. Je ne vous cache pas que lors de la précédente crise, nous avons inséré plus de 5 000 à 6 000 jeunes. Beaucoup n'ont vu leurs affaires péricliter. Donc, il faut donc tenir compte de tous ces éléments pour mener à bien ces opérations. Déjà, les efforts entrepris en moins de 8 mois sont impressionnants, puisqu'il y a, selon la DDR, les derniers chiffres indiquent près de 10 000, 9 300 et quelques qui ont été insérés. De quoi il faut saluer cela. Et il faut donc encourager la DDR à poursuivre et aussi lancer toujours l'appel que le président a lancé, d'abord aux partenaires de nous apporter les appuis, mais aussi à ces jeunes de pouvoir, j'allais dire, désarmer, baisser les armes. C'est très important parce que plus il y a du bruit sur ces questions, plus ça retarde le processus. Vous savez très bien que ceux qui doivent aller dans l'armée, moi je suis au niveau de la défense. Si vous voulez venir dans l'armée et que vous êtes indiscipliné, je ne suis pas prêt à vous prendre. Donc c'est pour ça qu'on demande ce comportement. En même temps, nous ne pouvons pas prendre tout le monde dans l'armée. Si vous voulez rentrer dans un emploi, dans un métier, on a vu, vous vous rappelez, souvenez-vous à un moment ce qui s'est passé. Ces jeunes que nous prenons, que nous formons, pour 1 semaine de retard, d'une prime à payer. Donc si ces jeunes eux-mêmes là ne veillent pas sur leur propre comportement, qui permet de faciliter la recherche de financement, de monter des programmes, et qui sont inquiets, impatients, on le comprend très bien. Hein? Mais en même temps, il faut que chacun de nous joue son rôle. C'est pourquoi nous avons dit, chaque fois que le besoin était, d'aller sur le terrain et de leur parler un langage franc, de vérité, et leur dire que ça ne sert à rien de manifester bruyamment et d'utiliser les armes. Parce que n'oublions pas qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas des ex-combattants, mais qui sont au chômage. Comment ils font cela? Donc, il y a une nécessité à ce que tout le monde baisse les armes. Il n'y a plus de conflit. Le président insiste là-dessus et nous insistons pour que véritablement, ils suivent, je vous dis, en moins de 8 mois, la DDR a inséré plus de 10 000. Il est vrai que tout n'est pas rose dans la vie parce que, n'oublions pas qu'au niveau de ces jeunes, certains n'ont peut-être pas participé, n'est-ce pas, au conflit et aux combats, mais dès lors qu'ils savent manier les armes qui constituent, j'allais dire, une menace, il faut les traiter.
Naturellement, il appartient à nous tous de veiller à ce que les mauvais grains puissent être sortis et que véritablement on ait ceux-là même qui ont véritablement combattu. Sans oublier qu'il y a aussi les ex-miliciens, mais qui, eux, naturellement, vous comprenez bien leur position. Ils se cachent, pour la plupart d'entre eux, à ce qu'on les prenne en charge. Donc, c'est un problème réel sur lequel la DDR travaille. Et je crois que les choses vont dans le bon sens. Nous invitons encore nos frères à patienter et à croire à ce que la DDR est en train de faire. Monsieur le ministre, ceux qui attendent sont encore nombreux, qui pensent qu'ils peuvent entrer dans l'armée. Est-ce que vous, ici, vous pouvez dire s'il y a encore de la place pour eux dans l'armée? Ah non, dans l'armée, le compte a été fait. Et sur le terrain, c'est ce que nous leur disons. Mais on ne peut pas bâtir une armée de 50 000 hommes, voyez-vous, de 100 000 hommes. Ce n'est pas possible. Nous n'allons pas pouvoir tenir la prise en charge. Un militaire, ça se nourrit, ça s'entretient, ça s'habille. Et vous savez, il y a un kit complet. Ça se soigne et ça se loge. Dans un pays, tout le monde ne peut pas faire l'armée. Et c'est même grave si dans un pays, tous les jeunes aspirent à faire l'armée. Voyez-vous, nous, en tant qu'au niveau de la défense, nous ne croyons pas que l'armée soit le seul élément, le seul véhicule pour pouvoir les transporter pour leur carrière. Et c'est pourquoi la DDR insiste là-dessus lorsqu'il est sur le terrain. Vous avez vu à la télévision tout à l'heure dans le reportage, ouverture de compte, pour qu'ils puissent se prendre en charge dans des activités génératrices de revenus, autres que l'armée. Monsieur le ministre, pas plus tard qu'hier lundi, des ex-miliciens de la région de l'Ouest du Bois, dans la région du Devaux, pensent que l'ADDR les ignore dans la mise en œuvre du processus. Ils ont le sentiment que les autorités ne s'occupent que des ex-combattants du Nord. Est-ce que vous pouvez confirmer que le processus est effectivement inclusif? Il est inclusif. Je peux vous donner à peu près le chiffre des ex-miliciens. Ils dépassent 5 000 dans ce processus. Lorsque le recensement a été fait, nous avons sillonné tout le territoire national. Mais je peux vous dire que, par exemple, dans les zones où il y a des ex-miliciens, des miliciens, ils se cachent. Ils n'osent pas, n'est-ce pas, sortir, comme on dit, du bois, parce qu'ils craignent d'être indexés par la population, d'avoir été miliciens. Et voyez-vous, donc, en tout cas, ils sont pris en charge. N'oublions pas, je vous donne un exemple concret, le PAPC, le programme d'appui post-conflit, qui est un programme de la Banque mondiale attaché à la primature, dans l'Ouest, à Djokoué, à tout le Pleu, etc., ont pratiquement réinséré près de 1000 jeunes dans des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, qui étaient des miliciens, des ex-miliciens. Donc, je crois que c'est une assertion qui n'est pas juste. Certains ex-combattants, notamment ceux de Bouaké, ont souvent donné de la voix pour réclamer chacun 40 millions de francs CFA. Monsieur le ministre, la distribution d'argent est-elle encore retenue comme mode de réintégration des ex-combattants dans le processus? D'abord, je voudrais d'abord un démenti formel, catégorique. Il n'y a jamais une question de 40 millions. C'est une surenchère. Nous avons travaillé sur le programme de sortie des crises. En son temps, nous étions à la primature. Il y a eu l'accord politique, notamment dans l'accord complémentaire 4 qui a traité la question des ex-combattants. Il n'a jamais été question de 40 millions. Je crois que 500 000 francs. C'était 500 000 à l'époque. Et sur le tout compte. Et certains l'ont même eu, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Après les différents décomptes, lorsqu'ils ont commencé leur activité, 2 mois après, ils se sont retrouvés dans la rue. Et voyez-vous, donc c'est une option sur laquelle il faut regarder avec beaucoup de précautions, au cas par cas. Peut-être ceux qui ont plus de 40 ans, 50 ans, qui véritablement sont analphabètes et pour lesquels on ne peut absolument rien faire, mais on ne peut même pas leur donner l'argent directement. Il faut qu'ils passent par un circuit d'aider. Et ensuite, une espèce de civisme, de culture civique, tout ça pour que dehors, ils ne soient pas tentés de réutiliser les armes, parce que souvent cela arrive. Malheureusement, au sein de ces jeunes, il y a certains qui n'ont pas hésité à utiliser les armes pour se servir, comme soit coupeurs de route, braqueurs, etc. C'est dommage. Ce n'est pas la majorité, mais il y en a. Alors on attire leur attention. Et vraiment, ça ne sert à rien, parce qu'après, ils se retrouvent comme des bandits devant les forces régulières. Et malheureusement, souvent, ça se termine très mal. Alors, voyez-vous, vous avez porté les armes pour défendre la patrie, et après, vous avez pris comme un bandit. Et ce n'est vraiment pas la solution. Vous le disiez tantôt, monsieur le ministre, le coût global de l'opération est estimé à un peu plus de 85 milliards de francs CFA. Et le chef de l'État le disait lors d'une interview dans le cadre des 53 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, une interview accordée à RTI et à Fraternité Matin, que l'État de Côte d'Ivoire devrait mobiliser
20% ou environ 20% de cette somme, et le reste devrait venir des bailleurs de fonds ou de la communauté internationale. Où on en est aujourd'hui avec la modulation de ces fonds-là, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur? C'est avancé. Déjà au niveau de l'intérieur, cette année dans le budget, il y a la somme de 10 milliards qui ont été pratiquement prévus pour ça. Et c'est ce qui permet d'ailleurs jusqu'à présent, la DDR fonctionne, c'est vrai, avec des appuis extérieurs, mais essentiellement sur fonds propres. Il faut le noter. Et pour le reste, l'ADDR a fait une table ronde de bailleurs avec ses partenaires. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour que vous puissiez inviter l'ADDR et DG pour qu'ils rentrent beaucoup plus dans les détails et qu'ils vous donnent exactement la contribution de chaque pays. Déjà, la Banque mondiale est sur le terrain. Ensuite, le PNUD participe énormément. L'ONUCI, vous savez que par exemple à Bouaké et dans d'autres localités du pays, l'ONUCI a dressé des tentes dans lesquelles se trouvent des jeunes qui vont rentrer en programme de réinsertion, qui vont apprendre des métiers paramilitaires comme la douane, les eaux et forêts, etc., etc., avec l'appui de nos partenaires. Donc ce sont des contributions qui sont à saluer, et des partenaires bilatéraux aussi, dans le cadre du service civique, ce qu'on appelle le service civique de développement, vont faire des contributions et qu'il faut saluer. Le 18 juillet dernier, Monsieur le ministre, vous étiez dans le Mont Péco. Le Mont Péco, initialement occupé par Amédée Oremi. Et vous avez annoncé à ces occupants-là qu'ils devraient partir 3 mois après, c'est-à-dire fin septembre. Ils devraient partir. Aujourd'hui, il nous revient que ces occupants demandent un délai de plus. Et même des plantations sont en train de naître, de nouvelles plantations dans le Mont Péco. Est-ce que la date fin septembre peut être respectée pour leur évacuation? D'abord, ce que vous avez dit, je l'ai lu dans la presse, mais j'attends le rapport de nos hommes. Je m'en tiendrai à cela. Vous savez que souvent, il faut faire attention à ce que dit la presse. Mais moi, j'étais sur le terrain. Nous avons donné des ultimatums qui ne sont pas encore arrivés à expiration. Et nous attendons. C'est à partir de là que nous allons apprécier la nécessité de l'appliquer immédiatement ou pas. Mais je dis qu'il y a un ultimatum qui a été donné. Et je peux vous dire, d'ailleurs, le comportement des habitants des localités avoisinantes, qui sont très disposés à les accueillir, à leur céder à négociation des terres pour qu'ils fassent des plantations. D'ailleurs, dès le mois d'octobre, nous devrions normalement céder cet espace au ministère de l'Environnement qui gère les aires protégées. Savez-vous qu'en fait, notre rôle, c'est d'accompagner quelquefois certains ministères dans leur mission principale. Sinon, notre rôle, ce ne sera pas d'occuper l'espace du Mont Péco. Ce sera de permettre à ce que cet impact national, qu'on fasse usage de cet espace comme véritablement un parc national. Quant aux jeunes qui étaient sur place, ils ont fait l'objet d'un recensement et je leur avais dit qu'ils devraient baisser les armes, que si d'aventure ils étaient pris, nous allons être très sévères. Donc on les a mis en demeure de ne pas se comporter en coupeur de route, en bandit, etc., braqueur. Parce qu'en ce moment-là, nous allons appliquer la loi et les hommes vont appliquer les règlements militaires. Justement, actuellement, une mission mixte FRC et ADDR séjourne dans le Mont Péco et annonce un désarmement, une opération spéciale de désarmement du 12 au 14 septembre. Qu'attendez-vous de ce désarmement-là, Monsieur le ministre? C'est à cela que je faisais allusion, puisque vous parlez bien de l'ADDR et des militaires. Donc, l'état-major a envoyé, vous vous rappelez bien, je ne vais pas refaire l'histoire du Mont Péco, a envoyé avec la gendarmerie des hommes sur le terrain pour évacuer les lieux et mettre hors d'état de nuire l'individu. Donc maintenant, nous allons procéder au désarmement. Maintenant, on est arrivé à cette phase et nous attendons les résultats. Si ils refusent de désarmer, nous allons être obligés de passer à un autre stade. Dans le Mont Péco. Vous permettez, nous passons maintenant à la libération des sites. Oui. Monsieur le ministre, le 10 mai dernier, à votre cabinet, vous avez tenu une réunion avec certains de vos collaborateurs et vous avez annoncé ce jour-là que les sites occupés par les hommes en armes, qu'ils soient ex-combattants ou pas, devraient être libérés. Je vous cite. Nous invitons tous ceux qui occupent de façon illégale des sites, des habitations publiques ou privées, que ce soit des forces régulières, des ex-combattants ou pas, à les libérer sans recul et sans délai. C'était le 10 mai dernier. Monsieur le ministre, aujourd'hui... Continuez. Vous avez assisté à notre séminaire à Grand Bassam. Bien sûr. Vous avez vu ce que nous avons décidé. Nous sommes réunis avec tous les acteurs. Nous avons mis en place un cadre. Et après l'avoir dit, nous avons discuté avec les uns et les autres. Vous savez que souvent la pression, ça aide à faire avancer les dossiers. Lorsque nous avons dit cela, tous nous ont approchés pour dire « Ah, monsieur le ministre, attention, nous ne sommes pas prêts, donnez-nous un petit délai. » Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons décidé que nous fassions d'abord une campagne de sensibilisation
qui va aller jusqu'à la fin du mois d'octobre, parce que lors du séminaire, nous avons fait le séminaire au mois de juillet, fin juillet. Donc, le 3e mois, ça sera au mois d'octobre. Alors, en ce moment-là, nous allons passer à une autre phase. Et c'est clair, dans l'opération, vous avez 2 types de populations. Il s'agit des hommes, de nos propres hommes. Naturellement, il s'agit de les faire retourner dans les casernes. C'est très simple à faire maintenant pour les autres, qui sont des civils ou des hommes en armes qui n'appartiennent à aucune unité. Vous allez être obligé de quitter. Et si d'aventure, ils résistaient, mais effectivement, vous allez être obligé de passer à d'autres mesures, à d'autres formes de mesures. Donc, nous avons mis en place une équipe qui est actuellement au ministère, qui travaille d'arrache-pied. Et c'est pourquoi, partout où je passe, je vais avec l'équipe pour sensibiliser la population. C'est très simple. Vous occupez des localités. Des hôtels, des plantations, mais attention, résidences. Nous avons dit bien que tout ce qui est fait l'objet de réquisition de l'armée, pour le moment, il appartiendra au chef militaire de nous donner la preuve qu'on peut effectivement libérer. Je vous donne un exemple. Nous avons des sites. Vous avez vu, par exemple, à Dabou, dans certaines localités, nous avons des attaques. Nous avons des sites qui sont des sites stratégiques pour nous. En dehors de ces sites stratégiques, nous les connaissons bien. En dehors de ces sites, tout le reste doit être libéré. Des hôtels à Jacquesville et aussi à Boaké. Tout à fait. D'ailleurs, nous avons eu à Alépé où ils ont libéré, n'est-ce pas, un bâtiment public qui servait de bâtiment annexe à la préfecture, ainsi de suite. Donc, je pense que les populations ont commencé à comprendre. Nous avons été à Boaké. Là-bas également, nous avons trouvé des ex-combattants qui étaient dans le bâtiment de la CNPS. Nous avons dû quitter les lieux. Donc, en attendant ceux qui refusent de quitter les domiciles privés et autres. Et la loi avec eux. Ils peuvent saisir huissiers, ils peuvent saisir les forces pour pouvoir intenter des actions en justice. Monsieur le ministre, en attendant... Et sans oublier qu'il y a la force, ce qu'on appelle la force légitime. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je suis en train de vous demander, en attendant le démarrage effectif de l'opération que vous annoncez, dont on n'a pas une date précise, qu'est-ce que devraient faire encore les populations, les propriétaires de ces sites-là, de ces hôtels, de ces plantations, de ces résidences? Les propriétaires, mais c'est ce que je veux dire. Alors, la procédure est la suivante. Oui. L'équipe qui est mise en place et qui nous allons donner bientôt un numéro vert, voilà. Ce numéro vert permettra aux uns aux autres de faire des requêtes, de dénoncer ces sites occupés. Dès lors on a ce fichier-là, parce qu'on va constituer un fichier, nous allons leur approcher l'ADDR quand il s'agit des civils pour demander à ce que ces individus en armes rentrent dans les programmes de réinsertion. En ce moment-là, ils dégagent les lieux et on rétrocède ces lieux aux propriétaires. S'il s'agit de nos hommes qui y étaient pour des raisons évidentes, nous allons, avec l'état-major, leur demander de rejoindre les casernes. Donc ce sont 2 sous-populations, c'est très clair pour nous. Évidemment, ceux qui ne sont pas armés, c'est plus facile, parce que naturellement, là, il n'y a pas de risque majeur de conflit. Vous savez que là, chaque fois qu'il y a une arme, il faut faire très attention, parce que nous ne voulons pas revenir à une situation où on entend des armes crépiter. Voyez-vous, pour faire sortir des individus, si on doit faire usage des armes, et que dans la ville d'Abidjan ou à l'intérieur du pays, vous entendez tous les jours, on fait usage des armes pour faire sortir des gens, je crois que cela n'est pas une bonne approche pour nous-mêmes et pour les investisseurs et pour la population. On va encore recréer un sentiment de conflit. C'est pourquoi nous insistons dans la phase de sensibilisation pour que les individus comprennent, c'est le bon sens. Vous occupez la maison de quelqu'un, il faut dégager. Monsieur le ministre, il y a même des lots qui ont été occupés de force et parfois même bâtis. L'État va-t-il dédommager les victimes ou leur trouver d'autres sites? Réconciliation oblige. Ça, c'est un autre débat. La question des victimes n'est pas de mon ressort. Je ne veux pas fuir le débat, mais c'est une réalité. Je pense qu'il sera intéressant d'inviter ma collègue, puisque d'ailleurs, elle a reçu, Mme Anne Oloto, qui s'occupe dans les affaires sociales, a reçu les syndicats ou les associations de victimes de guerre. Vous savez qu'à l'époque, il y avait un ministère chargé en la matière. De toute façon, elle a pris en charge les responsabilités de cet ancien département. C'est une bonne chose. Et je crois que nous devons conjuguer nos efforts en la matière. Donc, nous, notre rôle, c'est le déguerpissement, la libération. Maintenant, la question des victimes de guerre, c'est l'autre point de la question. Monsieur le ministre, est-ce que l'État envisage l'annulation d'impôts sur ces édifices non rentabilisés depuis? Vous savez, je vous ai parlé de faire des réquisitions. Dans une crise, lorsque l'armée va occuper un site et qu'il met ses hommes pour des raisons de sécurité nationale, il n'y a pas de dédommagement. Ça aussi, il faut que les populations le sachent. Maintenant, je ne parle pas de ceux-là. Ici, nous parlons des individus privés qui ont occupé, dans un contexte de crise,
des habitations privées ou publiques, là, c'est un des individus. Ce n'est pas par rapport à la défense. Ce n'est pas des raisons de défense nationale. Alors, merci Pascal Soro. Nous allons rejoindre Maïs Ako, qui est au studio A, pour nous livrer quelques questions des téléspectateurs.